Haut-Karabakh, Artsakh, Nagorno-Karabakh. Autant de termes pour désigner une petite enclave montagneuse disputée à la frontière de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. Ce territoire est au cœur d'un conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui dure depuis la chute de l'Union soviétique. Après un isolement du territoire imposé par l'armée azerbaïdjanaise à partir de décembre 2022, Bakou a lancé une opération militaire au Haut-Karabakh le 19 septembre 2023. Quels sont les enjeux de ce conflit ? Pourquoi les tentatives de règlement n'ont-elles jamais abouti à une paix durable? Dans quel contexte international ce conflit s'inscrit-il? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cette vidéo. Le Haut-Karabakh est une petite région montagneuse de 11 430 km², soit la taille moyenne d'un département français, enclavé au sein du territoire de l'Azerbaïdjan. 95% de sa population est arménienne. Elle est majoritairement chrétienne, tout comme en Arménie, quand la population de l'Azerbaïdjan est à ta grande majorité chiite. Elle est reliée à l'Arménie par un passage appelé le corridor de Latchine. Le Haut-Karabakh dispose de ressources limitées, à la présence de nombreux fleuves et de quelques minéraux. En revanche, sa position géographique est stratégique, à proximité des pipelines qui transportent le pétrole et le gaz depuis la mer Caspienne vers l'Europe et au carrefour des territoires russes, iraniens et turcs. Tant l'Arménie que l'Azerbaïdjan considèrent le Haut-Karabakh comme le berceau de leur civilisation. Le Haut-Karabakh a été intégré alternativement au territoire arménien et azéri. En 1921, Staline crée la région autonome du Haut-Karabakh au sein de la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, l'une des républiques constitutives de l'URSS. Cette décision avait deux motivations principales. D'une part, Moscou cherchait à s'assurer le soutien des républiques socialistes musulmanes et turcophones du Caucase. D'autre part, Staline voyait dans ce partage territorial un moyen de diviser pour mieux régner et ainsi prévenir l'émergence de mouvements séparatistes. L'espoir d'une réunification renaît en Arménie et au Haut-Karabakh avec les réformes de Mikhaïl Gorbatchev. En février 1988, plusieurs centaines de milliers de personnes manifestent à Erevan pour réclamer l'unification de la région autonome avec l'Arménie. Le 20 février, les députés du Siège suprême du Haut-Karabakh votent en faveur de son rattachement à la République socialiste d'Arménie. Quelques jours plus tard, au moins 30 civils arméniens sont massacrés à Soumgat, point de départ d'une spirale de violence interethnique et d'affrontements. Le 2 septembre 1991, le Haut-Karabakh déclare son indépendance à l'égard de Moscou. Un référendum bénéficiant d'une approbation quasi unanime confirme cette décision en décembre. Il refuse donc de faire partie de l'Azerbaïdjan indépendant depuis le 30 août 1991 et de l'Arménie indépendante depuis le 21 septembre 1991. Cette proclamation d'indépendance déclenche une réaction armée de la nouvelle République d'Azerbaïdjan qui occupe militairement le Haut-Karabakh. En réaction, l'Arménie s'engage militairement contre l'Azerbaïdjan dans une guerre qui devient donc interétatique. Pour trouver une solution politique au conflit, le président de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, maintenant OSCE, tente d'organiser à Minsk une conférence sur le Haut-Karabakh. Cette initiative est à l'origine de la création de ce qu'on appelle le groupe de Minsk en 1994 pour intervenir dans les négociations de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il est coprésidé par les États-Unis, la France et la Russie, et composé d'autres nations européennes, de la Turquie, de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. La guerre prend fin après un cessez-le-feu le 16 mai 1994 grâce à la médiation de ce groupe de Minsk. Ce cessez-le-feu donne l'avantage militaire à l'Arménie, qui reprend le contrôle du Haut-Karabakh, ainsi que des 7 provinces représentant 10% du territoire de l'Azerbaïdjan. Mais ces 7 années de guerre laissent des séquelles profondes, dont l'homogénéisation accrue de la population dans les différents territoires et un fort ressentiment des deux côtés. La guerre a coûté la vie entre 18 à 30 000 personnes et contraint plus d'1 million de personnes à fuir leur foyer. Pour autant, ce cessez-le-feu ne donne pas lieu à un accord de paix, le conflit est gelé et de nombreux Azéris, des milliers, sont contraints de quitter les territoires où ils étaient situés. L'Arménie et l'Azerbaïdjan opposent deux visions incompatibles au regard du droit international concernant le Haut-Karabakh. Pour Bakou, il s'agit d'un conflit interétatique dans lequel l'Arménie aurait violé l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan en soutenant le Haut-Karabakh. Erevan considère de son côté que Bakou mène une lutte contre une région indépendantiste au sein même de son État. Elle en appelle au respect du droit à l'autodétermination des peuples, tout en revendiquant l'intégration du Haut-Karabakh à son territoire.
Une nouvelle fois, deux principes s'opposaient, comme on l'a vu au Kosovo, comme on l'a vu en Crimée, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et l'intégrité territoriale. À l'issue de la première guerre du Haut-Karabakh, l'Arménie n'a pas remporté de victoire politique malgré la mise en place par la suite de pourparlers sous la supervision de puissances étrangères. Aucun des accords proposés n'est accepté, les deux parties refusant tout compromis autour du statut du Haut-Karabakh. L'Azerbaïdjan est animé par un fort désir de revanche, 10% de son territoire étant occupé par l'Arménie. Le but de Bakou serait alors de repousser les Arméniens du Haut-Karabakh à quitter la région ou à les contraindre à se plier aux lois de l'Azerbaïdjan. Dans cet objectif, le pays a continué à développer son arsenal militaire, principalement grâce aux revenus issus du pétrole et du gaz. Les dépenses militaires de l'Azerbaïdjan passent de 2% du PIB en 1994 à 5,5% en 2015 et se maintiennent à un niveau élevé en étant toujours supérieur à 5% du PIB. L'Arménie, qui traverse en 2018 une révolution poussant son président à la démission, ne prend pas la mesure de ce déséquilibre. Il se creuse en effet entre les deux pays sur les plans militaires, démographiques et économiques à l'avantage de l'Azerbaïdjan. Les dépenses militaires relativement équivalentes en 1995, 52 millions de dollars pour l'Arménie, 66 pour l'Azerbaïdjan, passent en 2016 à 431 millions en Arménie contre 1,4 milliard de dollars pour l'Azerbaïdjan, soit des dépenses plus de 3 fois supérieures. Ces budgets atteignent en 2022 620 millions pour l'Arménie contre 2,7 milliards pour l'Azerbaïdjan. Sur le plan démographique, la population arménienne a cessé de se réduire, passant de 3,3 millions en 1995 à 2,8 millions aujourd'hui. Quant à l'inverse, la population de l'Azerbaïdjan, déjà en forte supériorité numérique, continue de croître. 7,7 millions en 1995, 10 millions aujourd'hui. La tendance est similaire d'un point de vue économique. En 1995, le PIB arménien s'élève à 1,5 milliard de dollars contre 2,4 contre l'Azerbaïdjan. En 2022, le PIB arménien s'élève à 20 milliards de dollars, soit 4 fois moins que celui de l'Azerbaïdjan qui atteint 80 milliards de dollars. Après de multiples incidents le long de la ligne de contact, la tension monte en 2016 et aboutit au lancement de la guerre des 4 jours par Bakou avec le soutien d'Ankara. Les combats prennent officiellement fin le 5 avril par un cessez-le-feu négocié sous l'égide de Moscou. Cette guerre est considérée comme une première victoire pour Bakou qui récupère une partie du territoire revendiqué. Le 27 septembre 2020, l'Azerbaïdjan lance une importante offensive au Haut-Karabakh. Cette nouvelle guerre fait plus de 6000 morts en seulement 44 jours. Sous le patronage de Moscou, un accord de cessez-le-feu trilatéral est signé en novembre. La victoire militaire est attribuée à Bakou, qui reprend le contrôle de plusieurs régions. L'accord prévoit le déploiement de troupes russes pour maintenir la paix le long de la ligne de front au Haut-Karabakh et le long du corridor de Latchine qui permet de relier le Haut-Karabakh à l'Arménie. Des affrontements à la frontière se produisent après le cessez-le-feu et en décembre 2022, des civils azerbaïdjanais se faisant passer pour des défenseurs de l'environnement entament un blocage du corridor de Latchine. Cela empêche l'accès au Karabakh, sauf pour les forces de maintien de paix russes et les convois de la Croix-Rouge. En juillet 2023, Bakou annonce la fermeture totale du corridor de Latchine en prétendant vouloir stopper le trafic d'armes et la contrebande. Le 12 août, Erevan a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sans qu'aucune solution concrète ne soit trouvée. Face à ce blocus, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer une situation de génocide en cours. Bien que l'utilisation de ce terme soit sujette à débat, pour l'actualité, il est possible qu'à terme, un nettoyage ethnique se produise au Haut-Karabakh en forçant les populations arméniennes à fuir pour survivre ou pour continuer à respecter leurs traditions. Dans la continuité du blocage du corridor de Latchine et à la suite des élections présidentielles du Haut-Karabakh le 9 septembre 2023, Bakou lance le 19 septembre une opération qualifiée d'antiterroriste dans la région, après la mort de 4 policiers et de 2 civils azerbaïdjanais dans l'explosion de mines. L'Arménie dénonce cette opération et renonce à envoyer des troupes. Le 20 septembre, un accord de cessez-le-feu entre les forces séparatistes du Haut-Karabakh et les forces azerbaïdjanaises est annoncé. Le Caucase a toujours été dans la sphère d'influence de Moscou. Malgré son alliance historique avec l'Arménie, la Russie joue un rôle d'équilibriste en maintenant des liens également avec l'Azerbaïdjan. En vertu de l'adhésion de l'Arménie à l'organisation du traité de sécurité collective, Moscou est tenu d'intervenir militairement pour défendre son intégrité territoriale. Mais elle n'a pas reconnu l'annexion du Haut-Karabakh par l'Arménie. Et elle coopère également militairement avec Bakou. Ainsi, Moscou cherche à maintenir son hégémonie dans la région.
En 2016 et en 2020, elle maintient même le groupe de Minsk et la Turquie à l'écart des négociations pour la signature de cessez-le-feu trilatéraux. La Turquie, quant à elle, a officiellement pris parti pour l'Azerbaïdjan dès le début du conflit. Ces deux pays partagent un ennemi commun, l'Arménie, et entretiennent des liens culturels étroits, se présentant même sous la formule de deux États, une nation. En soutenant l'Azerbaïdjan, la Turquie peut à la fois promouvoir la coopération économique, trouver un marché pour vendre ses armes, affaiblir l'Arménie et mettre en péril la prédominance russe dans la région. Pour ce faire, Ankara a fourni un soutien massif à Bakou en armement, tout en recrutant au cours de la guerre de 2020 des milliers de mercenaires syriens pour les envoyer combattre sur le front. Comme la Syrie ou la Libye, le Haut-Karabakh est un terrain de rivalité entre la Russie et la Turquie, bien que Moscou et Ankara partagent l'objectif commun d'y contrer l'influence occidentale. L'Iran et Israël, ennemis existentiels, se révèlent être également d'importants acteurs du conflit. Téhéran soutient l'Arménie, bien que leurs liens linguistiques, religieux, historiques ne prédisposent pas naturellement à cette alliance. L'Iran souhaite contenir les aspirations nationalistes et indépendantistes des Azéris d'Iran et il bénéficierait d'un affaiblissement de Bakou. En raison de la coopération de Téhéran avec Erevan, Israël entretient au contraire une alliance avec l'Azerbaïdjan. Là, on pourrait supposer une alliance plus naturelle entre l'État hébreu et l'Arménie. En échange de livraison d'armes, Bakou devient en 2021 le fournisseur d'environ 65% des importations israéliennes de pétrole. Et les puissances occidentales de tout ça, leur implication dans le conflit se manifeste surtout par leur action au sein du groupe de Minsk. Sa création en 1994 n'est pas anodine, les pays occidentaux se positionnent pour instaurer leur vision de la paix dans le Caucase, jusqu'ici précaré de Moscou. Or, en 2020, si le groupe de Minsk existe toujours, il a été écarté des négociations et ne semble plus à même de peser dans le règlement du conflit. Co-présidente du groupe de Minsk, la France s'est tout de suite positionnée comme interlocutrice de premier plan dans les négociations de paix. Il faut dire qu'elle entretient des liens culturels, historiques avec l'Arménie et accueille, depuis le génocide, une très large diaspora arménienne sur son territoire. Néanmoins, Paris cherche à entretenir de bonnes relations avec les deux parties, d'autant plus que l'Azerbaïdjan est un partenaire stratégique du fait de sa richesse en hydrocarbures. La guerre en Ukraine a considérablement modifié la politique énergétique de l'Union européenne au bénéfice, notamment de l'Azerbaïdjan. En juillet 2022, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est rendue à Bakou et a signé avec le président Aliyev un protocole d'accord sur un partenariat stratégique dans le domaine de l'énergie. Selon Bakou, les exportations de gaz à destination de l'Union européenne ont augmenté de 40% entre 2021 et 2022. Comment envisager la suite du conflit ? Suite à l'opération Azeri de septembre 2023, les différents acteurs internationaux ont pris position. La Russie a appelé à la fin des combats, la France, les États-Unis et l'Union européenne ont dénoncé l'initiative de Bakou, et Ankara a soutenu l'opération militaire Azeri. On constate, comme dans de nombreux autres cas, une impuissance des instances internationales à régler durablement le conflit du fait des blocages et des divergences d'intérêts des nombreuses puissances extérieures. Malgré les multiples protestations occidentales, l'absence de mesures concrètes ne fait que renforcer le sentiment d'un Occident impuissant. Une situation renforcée par le contexte de la guerre en Ukraine qui empêche une coordination entre les puissances occidentales et Moscou qui semble avoir laissé les mains libres à Bakou pour intervenir au Haut-Karabakh en septembre 2023. Affaiblie par la guerre en Ukraine, Moscou est moins influente dans cette région du monde. L'Arménie nourrit d'ailleurs un ressentiment à son égard, dénonçant son incapacité à maintenir la paix et à empêcher le blocus du corridor de Latchine, autant que l'intervention azérie au Haut-Karabakh en septembre 2023. Face à une Russie décrédibilisée à ses yeux et focalisée sur le terrain ukrainien, le pouvoir arménien se rapproche des puissances occidentales, notamment en fournissant une aide humanitaire à l'Ukraine dès 2022 ou en réalisant des exercices conjoints avec l'OTAN sur son sol. L'un des scénarios serait de se diriger vers une annexion totale du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan. Face à une telle possibilité, la société civile arménienne est vent debout et dénonce la passivité de son gouvernement et se mobilise en soutien au Haut-Karabakh. Mais sera-t-elle aidée par les puissances occidentales ? Le gouvernement arménien a-t-il autant de marge de manœuvre que cela ? En tous les cas, Bakou semble avoir le vent en poupe face à l'effacement de la Russie et à la relative passivité des puissances occidentales, fort du soutien turc et également du fait de l'évolution en sa faveur du rapport de force bilatéral face à l'Arménie.